We gaan we nu het hebben over het acute aanpak en de preventieve aanpak van migraine bij kinderen en bij adolescenten. En in eerste instantie gaat Barbara Bossier de resultaten van de literatuurstudie brengen. Alors en ce qui concerne donc la partie chez les enfants, les questions étaient donc quelle est la prise en charge recommandée des crises de migraine, mais également en prévention. Alors de nouveau, je ne parlerai que des traitements pharmacologiques, y compris ici certains compléments alimentaires. Mais bien sûr, je vous invite à regarder le document pour les informations complètes. Alors, en ce qui concerne nos critères de recherche, dans la mesure du possible, nous avons essayé de séparer les données chez les enfants, donc en dessous de 12 ans, et celles trouvées chez les adolescents, donc de 12 à 18 ans. Alors, en ce qui concerne les traitements aigus, nous avons uniquement recherché des données pour le paracétamol et les AINS, et nous nous sommes limités à la riboflavine et au magnésium pour la prévention, pour un traitement minimum de 3 mois. Alors, en ce qui concerne les guidelines utilisés, bien qu'il puisse y avoir des différences entre la pratique aux États-Unis et en Europe, 2 guidelines américaines ont été utilisées car elles concernaient spécifiquement les enfants et les adolescents. Et donc, en plus de cela, nous avons à nouveau utilisé les guidelines générales, dont SIGN et NICE, dont nous avons déjà parlé précédemment, et qui ont précisé que toutes leurs recommandations s'appliquaient également aux adolescents en plus des adultes. Et donc nous ne reviendrons pas sur ces 2 guidelines dans la présentation. Alors en ce qui concerne les crises, commençons par le paracétamol. Donc nous avons trouvé une revue systématique qui a essayé d'analyser les résultats séparément pour les enfants et pour les adolescents. Alors cette revue a identifié une seule étude pour le paracétamol qui a comparé le paracétamol, l'ibuprofène et le placebo. Alors, dans cette étude, les participants avaient de 4 à 15,8 ans, donc aussi des adolescents. Mais étant donné que la moyenne d'âge était de 10,7 ans, ils ont décidé que cette étude était associée au groupe des enfants. Alors, dans cette étude, il n'y a pas eu de différence significative entre le paracétamol et le placebo pour la libération de la douleur. Et bien que les données n'aient pas été présentées, il n'y avait pas non plus de différence significative pour l'amélioration de la douleur, l'utilisation de médicaments de secours, la récurrence et les effets secondaires. Alors, le niveau de preuve était très faible pour ces différents critères d'évaluation. En ce qui concerne l'ibuprofène, cette fois, seulement 2 études ont été trouvées, une spécifiquement chez les enfants et la deuxième est celle dont nous venons de parler. Et donc, dans ce groupe d'enfants, l'ibuprofène a été associé à une libération de la douleur et une amélioration de la douleur chez plus de patients par rapport au placebo, et ce, de manière statistiquement significative, avec un niveau de preuve faible. Alors, il n'y a pas eu de différence en ce qui concerne l'utilisation des médicaments de secours, ni en termes d'effets secondaires, et ici, le niveau de preuve est très faible. Pour les adolescents, nous n'avons pas trouvé d'études, ni pour le paracétamol, ni pour l'ibuprofène, correspondant à nos critères d'inclusion. Et en ce qui concerne donc la comparaison entre l'ibuprofène et le paracétamol, une autre revue systématique a été utilisée car elle a effectué cette analyse, mais elle n'a pas effectué la séparation entre le groupe d'enfants et le groupe d'adolescents. Et la seule étude trouvée était de nouveau celle dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, et donc qui cette fois a été attribuée à un groupe d'âge mixte. Alors il n'y a pas eu de différence significative en termes de libération de la douleur ou d'amélioration de la douleur. Il n'y a pas eu d'effet secondaire, donc ça n'a pas pu être étudié. Mais par contre, on constate quand même qu'on a des valeurs proches de la significativité d'un point de vue statistique en faveur de l'ibuprofène. Alors le niveau de preuve pour ces 2 critères d'évaluation est de nouveau très faible. En ce qui concerne les recommandations provenant des guidelines, donc pour les enfants et les adolescents de façon générale, la guideline américaine recommande l'ibuprofène comme première option, alors que de nouveau, le NHG propose le paracétamol en première option et l'ibuprofène si ça ne fonctionne pas. Il précise également que les AINS et l'aspirine ne sont pas recommandés. Et Eichenbrod précise que bien souvent, le repos seul est suffisant et si ça ne fonctionne pas, alors à ce moment-là, on utilise l'ibuprofène.
Chez les enfants en particulier, NHG ajoute que les triptans peuvent être considérés en troisième option, mais sous référence à un spécialiste. Et Eigenbrod précise quand même que le bénéfice des triptans n'a pas été démontré chez les enfants. En ce qui concerne les antinauséeux, la NHG ne recommande pas l'utilisation des antinauséeux à cause des effets indésirables, mais également par manque de preuves de leur efficacité. Par contre, la guideline américaine, elle, propose leur utilisation, que ce soit chez les enfants ou les adolescents. Alors, en ce qui concerne les adolescents, donc toutes les guidelines proposent l'utilisation des triptans pour les adolescents. NHG précise bien qu'il s'agit d'une troisième option. Alors maintenant, concernant le choix du triptan, il y a des différences entre guidelines, mais il faut également tenir compte des autorisations d'utilisation chez les enfants, donc qui sont différentes entre les États-Unis et chez nous. Et donc chez nous, seul le sumatriptan nasal est autorisé et il est bien considéré par les trois différentes guidelines. Alors la guideline américaine précise également qu'en cas d'échec des triptans, une association peut être utilisée donc, entre le triptan et l'ibuprofène ou le naproxène, donc, comme pour les adultes. En ce qui concerne les antinauséeux, NHG et Eigenbrod proposent l'utilisation de la dopéridone, mais Eigenbrod mentionne qu'il y a peu de chances que la forme orale fonctionne chez les adolescents. Alors en ce qui concerne la prévention, commençons par le magnésium. Donc à nouveau, une seule RCT a été trouvée pour le magnésium et il n'y avait pas beaucoup de données fournies. Néanmoins, les auteurs ont précisé qu'il n'y avait pas de différence significative en termes de fréquence de migraine. Par contre, ils disent que la sévérité des migraines était moins importante avec le magnésium. Il n'y a pas eu non plus de différence significative en termes d'effets secondaires et le niveau de preuve est très faible sur l'ensemble de ces critères. En ce qui concerne la riboflavine, 3 petites études ont été trouvées et il n'y a pas eu de différence significative ni en termes d'efficacité ni en termes d'acceptabilité, avec un niveau de preuve faible. Alors, les recommandations des guidelines. De façon générale, donc, toutes les guidelines précisent qu'il y a quand même énormément d'incertitudes en ce qui concerne le traitement préventif chez les enfants et que c'est lié à une réponse placebo très élevée chez les enfants et les adolescents. Néanmoins, le traitement préventif est possible sous référence à un spécialiste. Alors, la guideline américaine précise également que c'est une décision qui doit être prise avec le patient et qu'il faut informer correctement le patient des risques. Alors, les traitements proposés sont le propranolol, l'amitriptyline avec la thérapie comportementale et cognitive et le topiramate, malgré le risque tératogène et les restrictions par rapport à la contraception. La NHG et Eigenbrod sont un peu plus restrictifs puisqu'ils insistent sur le fait que ce traitement ne peut être démarré que si les traitements aigus sont inefficaces. Et la NHG ajoute quand même en cas de fréquence élevée, d'attaque prolongée ou d'absence scolaire trop importante. Donc les traitements proposés sont le propranolol, le candesartan et flunarizine ou propranolol, amitriptyline et topiramate. Donc pour conclure, quelle est la prise en charge recommandée chez les enfants et les adolescents pour la crise de migraine? En ce qui concerne l'ibuprofène et le paracétamol, les guidelines ne s'accordent pas sur le premier choix pour ces traitements. Toutefois, elles proposent quand même l'utilisation des triptans pour les adolescents, mais c'est moins clair pour les enfants, ainsi que pour le choix du triptan, sauf peut-être pour le sumatriptan nasal. En ce qui concerne les antiémétiques, les guidelines les proposent pour les adolescents, mais de nouveau, elles ne s'accordent pas pour leur utilisation chez les enfants. Alors, en ce qui concerne le traitement préventif, il y a quand même un manque de preuves et la nécessité de référer à un spécialiste et différentes options de traitement sont proposées. Ce que nous avons trouvé dans la littérature, il n'y a pas eu beaucoup de preuves, mais il y en a quand même un tout petit peu en faveur de l'ibuprofène. Par contre, en ce qui concerne l'efficacité du paracétamol, c'est bien moins clair. Et nous n'avons pas non plus trouvé de différence significative pour la riboflavine ou le magnésium en ce qui concerne la fréquence ou une réduction de fréquence des crises. Et de façon générale, le niveau de preuve est très faible pour ces différents critères, liés à un très faible nombre d'études et un très faible nombre de participants. Merci beaucoup, Barbara. Et alors, comme expert, nous avons le professeur Massimiliano Valeriani,
qui est directeur de l'unité de neurologie du développement, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, et qui est venu spécialement de Rome pour nous expliquer comment s'y prendre au traitement des enfants et des adolescents. Bonjour. Donc, on m'a demandé de faire les talks en français, et donc j'essayerai, mais pouvez-vous me pardonner pour mes erreurs? Mais quand même, j'espère de me faire comprendre et de manager avec ces touches. Tout d'abord, je vais remercier les organisateurs, et en particulier Jachonen, qui m'ont invité à participer à cette intéressante discussion. Et je vais vous parler du traitement de la migraine pédiatrique. Vous avez vu les résultats de la littérature, et peut-être il n'y a pas besoin de moi ici, parce qu'il n'y a rien. Mais quelque chose il faut faire, parce que quand on parle de la thérapie des enfants, on risque de penser parfois à une petite thérapie. Je veux dire qu'on pense à une thérapie qui est plus simple, plus facile, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout, parce que les médicaments chez les enfants peuvent être plus graves effets secondaires, et cet effet secondaire peut intéresser les fonctions cognitives, comme par exemple la somnolence ou une base de performance scolaire. En plus, notre connaissance sur les médicaments sont issues de ce qu'on sait chez l'adulte. Et l'utilisation de médicaments chez l'enfant, comme vous l'avez vu, n'est pas supportée par des données scientifiques solides. En plus, il faut dire que plusieurs des médicaments qu'on utilise chez l'enfant et les adolescents sont hors d'indication, off-label. Mais il faut l'utiliser parce qu'on n'a pas rien d'autre. Quels sont les objectifs du traitement? Comme pour les adultes, pour le traitement de crise, il faut réduire la douleur, ou même mieux, interrompre la douleur et éviter les récidives. Pour ce qui concerne la thérapie prophylactique, il doit réduire d'abord la fréquence de crise et, si possible, aussi leur intensité. Il y a vraiment peu d'études sur la thérapie de crise. Il y a deux qui suggèrent que l'ibuprofène est supérieur par rapport soit à l'acétaminophène et soit au placebo. Mais les autres, bien sûr, les autres anti-inflammatoires non stéroïdiennes peuvent être utilisés, mais il n'y a pas, comme vous l'avez vu, de l'étude de la littérature, il n'y a pas d'études randomisées, contrôlées, qui ont étayé l'utilisation de les autres médicaments. Et les triptans, bien, on a vu qu'ils sont les médicaments plus importants pour l'adulte, pour le traitement de crise. Mais en Europe, malheureusement, on a juste les sumatriptan spray nasal 10 mg et les zolmitriptan spray nasal qui sont autorisés par l'autorité régulatoire. Et, bon, il faut dire que cependant, il y a des bonnes données aussi pour les autres triptans, données d'efficacité et de sûreté, particulièrement pour les rizatriptan et pour l'élétriptan.
et je dirais aussi l'almotriptane. Dans les États-Unis, par exemple, les rizatriptan et l'almotriptane sont également autorisés. Donc, pour ce qui concerne les sumatriptans, il faut dire que la dose de 10 mg peut être totalement insuffisante pour certains adolescents. Dans mes consultations, je souvent vois des adolescents de 15 ans avec un poids corporel de 80 kg. 10 mg, c'est rien pour eux. Et en plus, il peut y avoir aussi un problème de compliance parce qu'il y a des adolescents qui trouvent l'utilisation d'un spray nasal très, très difficile, très incommode et ils préfèrent d'avoir quelque chose pour voie orale. On avait vu qu'il y a vraiment peu de nouveautés pour ce qui concerne le traitement de crise, mais il faut dire que, par contre, pour la thérapie prophylactique, il y avait quelque chose, quelques nouveautés. Et malheureusement, la nouveauté, c'est l'étude de Champ. Qu'est-ce qu'il est? Il est une étude multicentrique. Les résultats ont été publiés il y a 6 ans dans le New England Journal of Medicine, very important journal. Ici, est assez gros nombre d'adolescents ont été répartis en 3 bras. Un groupe a été traité par topiramate, un autre groupe par amitriptyline et le dernier groupe par un placebo. Et la flunarizine n'était pas considérée parce qu'elle n'est pas autorisée par le FDA. Ici, voici les résultats. Vous voyez ici que les barres correspondent à différents indices d'efficacité et il n'y a pas d'évidence que soit l'amitriptyline, soit le topiramate peut être supérieur au placebo. Et donc, les doses des médicaments étaient assez élevées par rapport à ce que, par exemple, j'utilise habituellement. Pour les topiramates, j'utilise 1,2 mg pour kilo pour jour. Et pour l'amitriptyline, 0,2, juste à 0,6 mg pour kilo par jour. Et avec des doses si élevées, il n'est pas surprenant que les effets secondaires des médicaments étaient très élevés, très hauts, et ça peut avoir affecté les résultats. Et aussi les périodes de traitement. Les périodes tenaient compte tenu de la titration et du décalage étaient de 6 mois. Veuillez-vous ramener ces points parce qu'on en parlera tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les auteurs du Champ concluent qu'il n'y a pas de preuves scientifiques que le médicament peut être utile chez l'enfant et les adolescents. Mais donc, il faut abandonner le traitement prophylactique de la migraine chez les petits. Je pense que c'est exactement le contraire. Bon, au moins, il y a de bonnes raisons pour penser le contraire. La douleur migraineuse peut être très invalidante et causer et souffrance très élevée. Et la douleur migraineuse peut causer la perte de jours d'école et l'interruption d'activités sportives, récréatives, qui peut changer complètement le style de vie de ces patients. Et bon, pour ce qui concerne les facteurs de déclenchement, les facteurs triggers, il peut être difficile d'être défini et donc il y a parfois plusieurs des facteurs triggers. Donc je pense, chez mon expérience moi, que l'action exclusive sur facteurs triggers n'est pas
n'est pas suffisant. Quelle est la suggestion des auteurs de Champ? Ils disent que les familles des patients doivent être informées qu'il n'y a pas de preuves scientifiques en faveur des médicaments qu'on peut utiliser et qu'il faut suggérer la psychothérapie. Il y a nombreuses études dans la littérature qui montrent l'efficacité de la thérapie cognitivo-comportementale chez les migrants pédiatriques. Mais peut-il être la solution au problème? Il y a pas mal de problèmes avec cette approche parce que, pour exemple, il peut y avoir un problème de compliance de la famille et du patient. Il y a des adolescents qui ne veulent pas voir un psychologue et bien sûr, il ne peut pas les forcer à le faire. En plus, il y a un problème, il peut y avoir un problème d'accessibilité aux soins. Je dis qu'il peut y avoir des familles qui ne peuvent pas permettre une psychothérapie privée. Et les listes pour avoir au moins en Italie, pour avoir une psychothérapie sous l'assistance publique, il peut être très longue. Et en plus, on a des évidences concernant la psychothérapie cognitivo-comportementale, mais pas avec autre type de psychothérapie. Et quand les patients trouvent un psychologue public, et peut-être il ne peut pas être un psychologue cognitivo-comportemental. Et quand il va fonctionner, la psychothérapie, je dis? Pour répondre à ces dernières questions, on a cette étude qui a été publiée sur JAMA, c'est très intéressant. Ici, tous les patients ont été traités par amitriptyline, mais juste un groupe a été traité en plus avec la psychothérapie cognitivo-comportementale. Et vous pouvez voir ici que les deux courbes se séparent à un certain point après 5 mois. Donc, ça signifie, après 5 mois, les enfants traités par les médicaments et par la psychothérapie montrent une plus grosse amélioration que les autres. Les autres traités juste avec les médicaments. Mais ces résultats, il y a ces résultats à faire après 5 mois. Ça signifie que la psychothérapie commence à être effective après 5 mois. Et un intervalle du temps de 5 mois ne peut pas être peut pas être si bon pour ce qui concerne la migraine pédiatrique. Parce que la migraine pédiatrique a une caractéristique qui n'est pas tenue en compte par l'étude Champ et malheureusement n'est pas tenue en compte par toutes les études sur la thérapie de la migraine chez l'enfant. Et je réfère à ce qu'on peut définir la saisonnalité de la migraine pédiatrique. Il y a de nombreuses études montrant que la sévérité de la migraine pédiatrique est pire pendant les périodes hivernales par rapport à l'été. Et je ne devrais pas parler des périodes hivernales, ce n'est pas le froid. Qu'est-ce que c'est? C'est l'école. Quand l'école va finir, bien sûr, on observe fréquemment une amélioration fantastique de ces garçons. Donc, vous comprenez que si commence un traitement prophylactique en février, et je vais voir les résultats en août, j'aurai une plus grosse chance de voir une amélioration par rapport à une situation et quand je vais commencer les traitements en septembre et je vais vérifier les résultats en mars. OK? Et ça doit être considéré et malheureusement, il n'est pas. Même aussi sur les new guidelines pour l'âge pédiatrique que j'ai vu récemment sur Céphalalgia. L'importance de l'école est montrée aussi par cette autre étude.
En Italie, on a voulu examiner la tendance de la migraine pendant les périodes du confinement de mars-avril 2020, confinement dû au Covid, bien sûr, et sur les enfants suivis par 9 centres céphaliens en Italie. Et la plupart de nos enfants étaient améliorés ou étaient restés stables. Et quand on a voulu identifier les facteurs responsables de ces bons résultats, le seul facteur significatif était la réduction du stress lié à l'école. Les résultats du CHAMP ne doivent pas faire nous oublier qu'il y a des études randomisées, contrôlées, supportant l'utilisation de médicaments pour la thérapie prophylactique. Je vous montre ces tableaux issus d'un article de révision de la littérature qu'on a publié assez récemment. Vous voyez que la flunarizine et l'étopyramate ont des études en faveur à leur utilisation et ils peuvent être classifiés comme de classe A, ainsi que l'amitriptyline et les valproates peuvent être classifiés comme de classe B. Je vous montre ici pour l'étopyramate, on a au moins 4 études randomisées contrôlées avec résultats positifs, quand il y a juste une, en fait, le CHAMP, avec des résultats négatifs. Je vais conclure en montrant un autre type de thérapie, à mon avis très prometteuse pour enfants avec migraine chronique, qui est le traitement avec toxine botulique. Ici, nos résultats sur une population de 46 patients adolescents. Tous nos patients ont été au moins un autre traitement avant l'infiltration des toxines. Et vous pouvez voir ici les autres médicaments qui ont été utilisés. Et comme observé pour les adultes, aussi pour les enfants, l'efficacité du traitement va augmenter avec l'augmentation des cycles. Vous voyez ici le pourcentage de répondeurs qui augmente de premier cycle de filtration au 5e et les jours de céphalée qui se réduit. Je vais conclure en disant que, bien sûr, les possibilités qu'on a maintenant pour la thérapie prophylactique, j'ajouterai aussi pour la thérapie de crise chez l'enfant et les adolescents, sont tout à fait insatisfaisantes. La psychothérapie est importante, mais ne peut pas être la solution au problème. Les vieux médicaments, avec leurs limites, bien sûr, continuent à avoir un rôle prominent chez la thérapie prophylactique de la migraine. Et bien sûr, on espère des anticorps monoclonaux, mais non, chez l'enfant, ils sont objet d'études et on a encore les résultats de cette étude-là. Je vais conclure en présentant mes collaborateurs du notre centre céphalé en Rome. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé et félicitations pour votre français. Oh, merci. J'espère que vous avez compris. Magnifique. Barbara, oui, ok. Sophia. Thank you. Can I ask my questions in English? Okay. Or Dutch? Or do you prefer? No, j'étudiais l'allemand à l'école. Thank you very much. Thank you very much for your presentation. I was wondering, what do you think about antiemetics for kids? Because there are a lot of side effects and contraindications for children. And at the same time, my question was, what about suppositoires? Like we talked about it earlier. Is there a role in those nauseated patients? And, yeah, you know what I'm asking.
So you know that in Italy there is a sort of use of many mothers to use suppositoire with their children, even if they don't have nausea, vomiting. Of course, in this case, I try to change this attitude. But I must say that suppositoire can be very useful in certain situations, and I agree with Jan. And unfortunately, they are disappearing. Concerning your first question, antiemetics, I don't like so much metoclopramide or domperidone because I had a chance to see some extrapyramidal effects which are not pleasant. But sometimes I use ondansetron, which are lower probability to give these extrapyramidal effects. And now, in the last months, we can no longer find ondansetron in suppositoire, which was much better before. And I use also as an antiemetic the prochlorperazine in association with the indomethacin and caffeine, and this can be useful, and this can be useful also in situation preceding migraine. I mean, in the cyclical vomiting syndrome, for instance, the use of this association prochlorperazine, caffeine, indomethacin can be effective. Thank you. I had another question. Yeah. I was wondering, what do you think about the NICE guidelines that suggest to treat adolescents like adults? Oh, basically, I agree. I told you before that adolescents can have a weight which overtake that of some adults, and moreover, I think that at least for adolescents, the clinical trial should be designed just to avoid the risk to have side effects, because it's unuseful to repeat long clinical trial for adolescents concerning drugs which have been already approved for adults. So this just causes a delay in the possible use of these drugs in these subjects. And can I go on with that question? What is the role for family doctors, family physicians, but also pediatricians? Because I noticed maybe that because there are very minimal guidelines for children and adolescents, that they get referred to neurologists or even adult specialists, and actually they get the treatment like adults. But should we define a more prominent role for first line, like family doctors, maybe pediatricians, in our guidelines? This is a problem with the pediatrician, because if we are lucky, if the patient is lucky, they send him or her to the specialist. But sometimes they send the patient before to the chiropractor, to the dentist, to the otorhinolaryngologist, to ophthalmologist. So after 6 months, they arrive at the headache center. So I think that it could be useful to create a flowchart. So, for instance, I've tried to do so in our hospital with the pediatrician of our hospital, at least to try to organize the pathway of the patient arriving at the first aid unit, for instance. So to reduce the execution of CT scan, to avoid unuseful call for the neurologist on duty. So it's not easy, but I agree that it could be useful to design a first line, second line, yes, for the pediatrician, because mostly
So the problem with our headache center is that we have a long list because unfortunately there are patients who wouldn't need an headache center because they have 1, 2, 3 attacks per month. They could be treated by the pediatrician, but they don't do so. Yes. And then from a side effect perspective, what would be your order for the prophylactic treatment? Sorry? From a side effects perspective, how would you put in order a little bit for kids and adolescents the prophylactic treatment? In my experience, those who have higher side effects but who are also more effective are topiramate and amitriptyline. Topiramate, even at a very low dose, as I told you, can lead to cognitive problems, especially cognitive or psychiatric problems, depression. Usually I inform the family that this can occur, but that this is reversible with the stop of the drug. And with amitriptyline, of course, the sleepiness, which can be an important problem, of course, and cannot be avoided with a lower dose sometimes. And after flunarizine, there is the problem of the weight, which tends to increase, but also in this case, if you sensitize the family to avoid this problem, sleepiness for flunarizine, very rarely I've seen something. Professor Schön. Thank you. Max, your friend is really superb, so thank you. But before we invited you, we tried to find a Belgian neuropediatrician interested in headache, and there was none. Well, there may be some around, but they were not at least convincible to come to the meeting. So that's in response, a comment to the question before. The question to you and to Madame Bouzet is, I have two questions. The one is, do you think the dosages that are being used, at least for some treatments, are appropriate? I'm especially thinking about the nutraceuticals. We discussed riboflavin yesterday. I think it's still an interesting preventive treatment in children and adolescents because of the absence of side effects. But it's effective only at a high dose, in humans at least. There is no comparative dose study, but in humans at least, for example, 200 milligrams is not effective, 400 milligrams is effective in prevention. The Australian group has done a study with B9, where 1 milligram in adults was not effective, 2 milligrams was effective. So the dose may be of importance. That is my first question. And my second question is, do you think that the trial methodology that has been used in the children and adolescent studies, and it is usually copied to some extent on the adult trial methodology, is this methodology adequate for children and adolescents? Thank you. So as for the first question, I agree perfectly with you. Yesterday we spoke about this point at dinner, and I discovered myself that probably in the cases in which I used the riboflavin, I used it at a lower dose than it could be effective. Thus, more in general, I think that it's true that, yes, you remember this table, there are no randomized control studies supporting the efficacy of nutraceutical, but this does not mean that they are ineffective. This means that there are no RCTs, RCTs well done, I mean, with the correct dose, and sometimes we also in children younger than 12 years we start with the nutraceutical. As concerning the
the design of the trials, I mentioned before that none of them has ever considered the seasonality of migraine. This is, in my opinion, is a very important point, which is very clear to all doctors dealing with the children. But also there is another point which fortunately instead is considered in the last paper in cephalalgia by Ishaka Abdurafi and Andrew Hershey. This other point is the separation between episodic and chronic migraine. This caused a lot of dropouts in all the clinical trial for monoclonal antibodies. I myself, we had several patients who should enter the trial has episodic migraine, and after 1 month of diary, they had more than 15 episodes, and they could. It was a screening failure, and after they had to restart, and after to enter the trial for chronic migraine, and after 1 month of diary, they had 10 episodes, screening failure again. So this is completely crazy, and I insist. So especially in the adolescents, there should be just for drugs already approved for adults, there should be just brief studies to guarantee the safety of the drug and stop. Okay. One said before that the mean duration of the attack in children is shorter than in adults. Is it the explanation why the spray works better than the oral form? And it is also an indication to treat quickly. Yes, so this is true. This is a point also we discussed with for the criteria, the AHCD criteria. The duration, according to the criteria, the shorter duration for the migraine attack in children should be 2 hours, but in children of 5, 6, 7 years of age, the duration is more often far shorter, even 30 minutes or less. This is the reason why it's very difficult in this very young population to find an evidence of efficacy of the drugs, but probably we don't need, because of course if the attack lasts 15 minutes, you don't need to do anything. I think that the suppositoires are very useful when there is an important problem of vomiting, as it happens in some patients. Because it's true that there are formulations which can be absorbed in the oral mucosa, for instance for ketoprofen or for acetaminophen, but in these cases I think that the suppositoires are better. Thank you. Is er nog een vraag? Il y a encore des questions? Je ne crois pas. Je ne vois plus de mains. Alors, je remercie tout le monde. Et nous allons prendre un déjeuner à la salle. Merci. Et